Bonjour à toutes et tous, on espère que vous allez bien en ce début d'été. C'est le rush habituel de la fin de saison, alors on vous propose une petite pause dans votre semaine ou dans votre week-end pour trouver votre tempo à travers nos 4 rubriques. Une édition écologique et durable. Au programme pour cet épisode, en premier, l'édito d'Émilie intitulé « Patience, ça pousse ». Les tips de Clara, c'est moi, intitulé « Composter, ça dépend, ça dépasse ». Le décryptage d'Inès sur l'impact des data sur la découvrabilité. Et enfin, la chronique de Lila intitulée « CRC, un entracte avant l'été ». Tout un programme. On vous souhaite une très bonne écoute et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Bonjour, c'est Émilie et cet édito s'appelle « Patience, ça pousse ». Tout le monde connaît l'expression « aller plus vite que la musique », qui fait allusion au travail bâclé, aux gens trop pressés, aux actions conduites à la hâte et en dépit du bon sens. Et quand on regarde autour de soi, il semblerait que nous soyons toutes et tous pris dans ce tourbillon infernal où le temps fait défaut, où le temps n'est pas valorisé et où l'on ne prend pas le temps de penser à long terme. Donc plus qu'un éloge de la lenteur aujourd'hui, je voudrais revenir sur un point essentiel, l'importance de la patience et d'une approche organique de son développement d'artiste autant que de sa communication. La patience est une vertu, la pratiquer une stratégie. Le développement d'artiste est comme un jardin. Il faut penser à ce à quoi on voudrait qu'il ressemble, planter les graines à la main, lui donner de l'amour en l'arrosant juste ce qu'il faut chaque jour et en évitant d'utiliser des pesticides partout pour préserver la qualité et la durée de vie de ces plantes. Il faut également comprendre que le temps de pousse varie d'une espèce à l'autre, que l'accélérer artificiellement perturberait durablement toute la flore environnante, et idem si l'on ne choisit que des espèces à croissance rapide, rompant ainsi l'équilibre de la terre et dégradant la qualité des sols. Il n'est donc pas possible de faire l'impasse sur une approche globale. Il faut tenir compte de tout l'écosystème et faire attention à la manière dont chaque plante interagit avec les autres. On oublie trop souvent que le temps n'est pas négociable, que le vivant ne fleurit pas, quel que soit son terrain, ni du jour au lendemain, à moins d'être artificiel. C'est pareil pour la mise en place d'une stratégie direct-to-fan et la construction d'une relation saine et durable entre l'artiste et son public. Mais l'illusion d'une base fan qui croîtrait à toute vitesse grâce aux algorithmes des plateformes nous a fait perdre de vue qu'il faut toujours du temps pour éclore et installer un projet d'artiste dans la durée. Et qu'aller plus vite que la musique n'est donc pas forcément une bonne chose. Surtout si on n'a pas pensé, en tant qu'artiste, ni son entourage, à ce qu'on voudrait partager avec ses fans, ni penser cette relation en profondeur au quotidien et au long cours. Alors oui, on pourrait commander toutes ces plantes déjà grandes dans un magasin et les faire planter en un jour. Mais ça coûte de l'argent. Il y a moins de fierté aussi, car moins d'efforts et d'implication personnelle. Et qui plus est, on n'a pas eu le temps de se projeter dans l'appréciation du résultat, car il est arrivé trop vite et trop facilement. En pensant leur développement de manière organique, les artistes peuvent mieux visualiser leur carrière et ou projet, composés d'une succession d'étapes progressives auxquelles correspondent des envies et besoins différents, aussi bien artistiques que professionnels. Certes, cela demande de repenser son modèle économique, l'allocation de ses dépenses autant que ses attentes en termes de retour sur investissement, mais ça évite, surtout aux artistes indés ou aux prémices de leur carrière, de devoir d'emblée miser gros et au hasard des fonds qu'elles n'ont pas encore. Cela leur permet ainsi de mieux maîtriser le montant et le tempo de leurs investissements et surtout que ceux-ci soient pertinents puisque bien ciblés et clairvoyants. Car le triste état des choses aujourd'hui est que la valeur des artistes n'est plus validée que par leur volume, nombre de fans, de likes, de streams. Les attentes sont donc toujours plus grandes avant que pros et fans ne soient rassurés sur leur potentiel pour prendre le risque d'investir et ou de les soutenir. J'en avais déjà parlé dans mon édito de février 2025 intitulé « Lay Ice Slop ou le grand n'importe quoi ». Il est donc grand temps de transformer cette course contre les autres en un chemin personnel épanouissant autant qu'une aventure collective. Cela requiert de penser valeur avant de penser volume, mais permet de retrouver une plus grande valeur par unité et de remettre de l'humain, aussi bien dans la construction d'une communauté de fans que de la taille des objectifs que l'on se fixe. Cela rapproche aussi les artistes de leur public, les aide à faire fleurir une relation plus égale et moins verticale, d'autant plus à même de croître et de se renforcer dans le temps qu'elle est saine et débarrassée de la pression des paillettes et de la performance. Alors, patience, ça pousse. Petit à petit, le jardin devient moins petit
et il n'en sera que plus beau puisqu'il ressemblera à l'artiste, de quoi en être fier et s'en occuper un peu plus chaque jour. Les tips de Clara. Clara, c'est moi. S'il y a une question qui revient sans cesse, que ce soit en formation ou lors d'accompagnement ponctuel ou sur la durée, c'est quel est le meilleur jour et le meilleur horaire pour poster sur les réseaux sociaux? Et je donne toujours une réponse de Normande, ça dépend, ça dépasse. De nombreuses études existent et sont actualisées régulièrement pour savoir quand poster sur les réseaux sociaux. La dernière que j'ai consultée indiquait que sur Facebook, le meilleur créneau pour publier était le lundi à 5h du matin. Très étrange, non? Par ailleurs, l'expérience sur le terrain donne des réponses très variées. Parmi les personnes que l'on accompagne, pour l'une, le meilleur créneau était à midi en semaine. Pour l'autre, à 8h du matin en début de semaine. Et pour une dernière, à 18h en semaine ou plutôt 16h le week-end. En réalité, il n'y a pas de recette magique pour savoir quand poster. D'autant plus que les algorithmes de recommandation des plateformes brouillent complètement la notion de temporalité. Les posts peuvent être vus jusqu'à 5 jours après leur publication. Pour savoir quand poster, il faut donc prendre 2 choses en compte. Les statistiques de son compte et la connaissance de ses audiences. Sur Facebook et Instagram, vous trouverez dans vos stats des graphiques qui vous informent du jour et de l'heure à laquelle vos abonnés sont le plus connectés. Attention, sur Facebook, l'heure est indiquée par rapport au fuseau horaire du Pacifique. Il faut enlever 7 heures pour être sur notre fuseau horaire d'Europe centrale. Deuxième paramètre à prendre en compte, de qui est composée votre audience et donc quelles sont leurs habitudes et contraintes à prendre en compte. Votre audience est constituée majoritairement de personnes vivant en milieu rural ou dans des petites villes, alors elles se déplacent en voiture pour aller au travail et ne sont donc pas connectées vers 18h. Au contraire, ce sont des urbains et urbaines qui vivent dans des grandes villes. 18h est l'horaire parfait. C'est le moment où vos fans sont dans les transports en commun et consultent donc les réseaux sociaux. Vous avez une audience majoritairement constituée de trentenaires, quadragénaires. Ce sont potentiellement des parents de jeunes enfants. Et dans ce cas, ils ne sont pas joignables entre 18h et 20h. Le tunnel du soir pour les connaisseurs-connaisseuses. Préférez donc le courant de la journée ou après 21h. Au contraire, si les 18-24 ans représentent le gros de votre audience, la fin de journée est le parfait horaire. Vous proposez du contenu pour les enfants? Vous vous adressez donc aux parents de ces jeunes enfants. Préférez poster le mardi ou le vendredi en soirée. C'est à ce moment-là que les activités du mercredi et du week-end se préparent. Petite anecdote, une fois en formation, une personne m'a dit que le meilleur horaire pour poster sur ses comptes, c'était le dimanche, entre 7 et 8h du matin. Étonnant, non? En réalité, la personne s'occupait des réseaux sociaux d'une structure qui organisait des soirées techno, des rave parties, et les participantes se reconnectaient donc le dimanche matin en sortant de soirée. 2 dernières recommandations pour la route. Le créneau du matin, très tôt, est souvent sous-coté. Alors que, soyons honnêtes, que font la plupart des gens, moi y compris au réveil? Consulter les réseaux sociaux. Qu'on soit une marque ou une artiste, on résonne en jour-houré et on a tendance à ne pas publier le week-end. Hormis si vous êtes une entreprise qui fait du B2B, aucune raison de ne pas publier les samedis et dimanches. C'est même souvent le moment où vos audiences sont les plus connectées et les plus attentives. Et je finirai avec un dernier coup de projecteur sur la période estivale qui arrive, sujet que nous avons abordé avec les abonnés payantes de cette newsletter lors d'un live. Parce que les médias font une coupure estivale, l'ensemble de la communication, tout type de support et de secteur confondus s'est aligné sur cette périodicité. Il est donc coutume de ne pas sortir de titres entre le 21 juin et le 25 août, sauf cycle de l'été, et hors tournée de festival, de baisser l'intensité de sa communication en été. Cependant, ce n'est pas parce que la plupart des fans sont en vacances que 1. Elles ne sont plus sur les réseaux sociaux, 2. Elles n'écoutent plus de musique. D'ailleurs, vos fans sont rarement en congé les 2 mois d'été complets. Aussi, c'est sur cette période que les fans peuvent plus prendre le temps de consommer des contenus par rapport au rush habituel. Et enfin, c'est la période où tout s'arrête. Il y a donc moins de concurrence sur le nombre de contenus et un créneau à prendre. En témoigne Lena Situation. La créatrice de contenu s'est démarquée et a augmenté sa visibilité avec ses vlogs d'août, une vidéo par jour pendant tout le mois d'août depuis 8 ans. C'est bien la seule youtubeuse à poster à cette période et ça a payé. Pour conclure, je ne dis pas qu'il faut donc communiquer à outrance en été, et d'autant plus si vous êtes vous-même en vacances, les vacances c'est sacré. Mais vous n'êtes pas obligé de disparaître complètement non plus.
Ce qui va faire la différence, c'est le changement de rythme par rapport à d'habitude, avec des contenus plus longs à consommer, par exemple, ou des contenus froids, non exploités, qui vont vous permettre de revenir sur d'anciennes actus. Et vous alors, vous postez à quelle heure? Hello, c'est Inès. Pour ce nouveau décryptage, aujourd'hui, on va parler de l'impact des datas sur la découvrabilité des artistes. Dans le paysage musical actuel, l'émergence d'un projet artistique est de plus en plus précédée par des performances chiffrées sur les réseaux sociaux ou les plateformes de streaming. Cette tendance soulève donc la question de l'impact des datas sur la découvrabilité des artistes. Aujourd'hui, les datas ne sont plus de simples indicateurs de performance, mais elles donnent une idée du niveau de développement d'un projet. La visibilité chiffrée d'un artiste, comme le nombre d'abonnés, d'auditeurs mensuels, de vues, conditionne maintenant sa capacité à être découvert, soutenu, accompagné ou financé. Dans certains cas, elle peut même faire basculer une décision de signature en label ou d'intégration à une programmation. Cette évolution traduit un changement d'échelle majeur. Le marketing digital n'est plus perçu comme un simple atout, mais comme une composante fondamentale de toute stratégie de développement artistique. Et cette logique s'applique aussi aux partenaires extérieurs, labels, médias ou institutions publiques, qui réclament aujourd'hui des preuves chiffrées d'une communauté active. Là où certains s'engageaient tôt dans un projet, ils attendent maintenant que l'artiste ait déjà prouvé sa capacité à mobiliser une audience. Autrefois dominée par la prescription des médias traditionnels et des labels, l'industrie musicale repose désormais davantage sur les données et les algorithmes. Les performances sur les réseaux sociaux et les plateformes de streaming agissent comme des déclencheurs d'un effet boule de neige et permettent d'accéder à des relais de visibilité, à des médias traditionnels et à des opportunités de développement qui renforcent encore davantage la découvrabilité. Mais cette logique a un coût puisque le travail des artistes ne se limite plus à la création musicale. Ils doivent maintenant maîtriser les codes des réseaux sociaux, apprendre à fédérer une communauté et à entretenir une présence régulière, engageante et surtout mesurable. Autrement dit, devenir des acteurs du numérique, souvent sans y avoir été préparés. La découvrabilité est désormais conditionnée par la performance visible et la dépendance aux algorithmes qui contrôlent la visibilité des contenus et renforcent la pression sur les artistes. La logique de performance imposée par les plateformes se traduit par une injonction constante à produire du contenu, parce que les statistiques publiques servent parfois de critères de sélection, faisant passer le talent artistique au second plan, et les preuves sociales telles que les likes, les vues et les abonnés deviennent des prérequis pour être considérés. Cette dynamique accentue le stress autour des sorties de projets, parce qu'après des mois voire des années de travail, les chiffres deviennent des marqueurs de réussite ou d'échec, et lorsque la visibilité espérée n'est pas au rendez-vous, cela génère souvent un sentiment de frustration. La transparence des données accentue aussi cette pression, en exposant les artistes à une comparaison constante qui alimente un climat de compétition pesant. Face à ces obstacles, de plus en plus d'artistes se tournent vers le marketing payant, devenu plutôt difficile à contourner pour espérer élargir son audience. Bien qu'il ne soit pas encore considéré comme indispensable, il est de plus en plus perçu comme une condition minimale pour obtenir de la visibilité. Mais cette stratégie n'est pas une solution miracle, parce qu'accumuler des abonnés ne suffit pas, il faut surtout fédérer une communauté, et ça se mesure davantage à l'aide de métriques pertinentes, comme le taux d'engagement plutôt que par le simple nombre de vues. Cette valorisation excessive des métriques visibles brouille parfois la réalité parce que la popularité apparente ne garantit ni de vente réelle, ni un engagement durable. La découvrabilité ne repose plus uniquement sur la qualité musicale, elle est aujourd'hui indissociable de la capacité à créer du contenu cohérent, engageant, visible et identifiable. Cela implique de développer une identité visuelle, une stratégie sincère et surtout de comprendre le fonctionnement des plateformes. Les chiffres peuvent être de puissants leviers, mais ils ne disent pas tout. Ce qui compte derrière les vues et les likes, c'est la réalité d'une fanbase mobilisée et fidèle. Les canaux de diffusion n'ont jamais été aussi nombreux, mais capter l'attention d'un public ne garantit pas toujours de le retenir, parce qu'un morceau peut devenir viral, bénéficier d'une forte exposition, mais cela ne signifie pas pour autant que l'artiste parviendra à fidéliser une communauté sur le long terme. La viralité est donc un tremplin possible, mais elle ne remplace jamais une stratégie de développement solide et durable. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans ma chronique, je vais vous parler de CRC, un entracte avant l'été. Je suis vraiment très heureuse de vous parler de cet artiste aujourd'hui, avec son nouvel EP, L'Entracte. Je suis trop contente de pouvoir partager cet artiste qui, je pense, aurait dû exploser il y a déjà un moment, mais visiblement le monde dort. Bref, on se réveille et on écoute les nouvelles dingueries qui viennent de sortir. CRC, moi je l'ai découvert sur TikTok il y a à peu près 1 an avec son 2e album, et notamment son featuring avec Phil. Et dernièrement, il est réapparu sur ma page des Pour toi. Et depuis, j'ai son nouveau single en tête, genre tous les jours. Évidemment, sur TikTok, c'est que des petits extraits de 15 secondes, donc j'étais un peu réticente en me disant que, vu que j'aimais trop ce passage, j'avais un peu peur d'écouter la chanson en entier. Parce que si elle n'était pas à la hauteur de mes attentes, j'allais être déçue.
Oui, il se passe un peu beaucoup de choses dans ma tête. Bref, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai ouvert Apple Music et j'ai lancé son nouvel EP. Bravo à moi. Mon cœur battait vraiment la chamade, les gouttes de sueur coulaient sur mon front. Mais il n'y a aucun suspense, si je vous en parle, c'est que j'ai adoré le projet. La chanson dont je vous parlais, c'est celle qui ouvre l'EP, elle s'appelle 112. Et je crois que ce qui m'a le plus plu dans le son, c'est les paroles. Alors ouais, je sais, on n'est pas vraiment surpris parce que globalement, ce que j'aime dans la musique, c'est les paroles. Mais là, je trouve que la thématique abordée est vraiment unique et surtout, c'est très très bien fait. En gros, c'est un mec qui s'en veut d'avoir fait de la merde dans sa relation et qui s'excuse auprès de son comportement en disant à son ex « J'espère que tu vas bien et si c'est pas le cas, on sera deux main dans la main ». Alors en lisant ça, vous pouvez vous dire que c'est une chanson qui donne envie de se défenestrer, mais vous faites fausse route parce qu'en réalité, elle est grave dansante et vraiment très summer vibes, tu vois. C'est aussi pour ça que j'en parle aujourd'hui. Bon, après ma tirade sur le single, je peux vous parler du reste. L'EP est indiqué comme hip-hop rap sur les plateformes. On sait que ça veut pas dire grand-chose aujourd'hui, mais ce projet, c'est vraiment l'exemple parfait parce que CRC, il s'inspire de plein de styles différents. On va avoir un peu de rock dans Aquarelle, qui est un feat avec Anaïs MVA, que j'adore. Une balade aussi avec entre le rap et un peu de folk dans J'ai pas fait mieux en feat avec Mandy. Ou encore un peu d'électro surtout avec Azerty. Très bon titre aussi. Donc CRC, en fait, il nous montre qu'il a plein de styles qui inspirent, mais surtout qu'il les maîtrise à fond. Il a réussi à mélanger tout ce qu'il aimait dans la musique et à se créer un univers propre et cohérent. Vous l'aurez compris, mon coup de cœur, c'est 112, mais là, je suis en train de me dire que je vais devoir créer une playlist cohérente avec un artiste qui a des inspi tellement diverses. Franchement, ça me facilite pas trop la tâche. Mais vous savez quoi? Plutôt que de chercher la cohérence musicale, je vais chercher la cohérence des artistes. La playlist que je vous propose, elle va être faite entièrement avec des artistes avec qui il a collaboré. Comme ça, vous allez pouvoir découvrir son univers à travers son cercle. Bonne écoute! Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve le 1er du mois prochain. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un commentaire 5 étoiles. Vous aiderez toujours plus d'artistes à découvrir ce podcast et développer leur carrière. À très vite! Free audio post-production by alphonic.com.